excusez ma voix, mais hier, je n'en avais pas. Donc c'est une grande chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir au moins vous parler, même si ma voix est un peu éraillée. Moi, je vais rebondir sur trois éléments de ce que j'ai entendu à l'instant. C'est effectivement, PhD, talent. PhD, c'est du talent. Vous avez du talent. Et le talent, les entreprises en recherchent aujourd'hui des talents. Et des talents parce qu'une personne témoignait de la difficulté que représente votre parcours de thèse. C'est effectivement à partir de ça que je me suis basée, à partir de cela que je me suis basée pour vous parler effectivement du marché aujourd'hui et des besoins que les entreprises expriment. Et ce marché, il est en transformation. Alors, on a aussi un élément qui est important que n'a pas forcément mis en avant Yannick, c'est que nous avons j'ai au sein de mes équipes, puisque moi je couvre un territoire important sur Auvergne-Rhône-Alpes, avec mes équipes, ce sont les deux Savoies, donc l'Isère et la Drôme et l'Ardèche. Donc des territoires très différents les uns des autres, mais qui sont très riches en termes d'entreprises, qu'elles soient PME, TPE, start-up et grands groupes. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en relation permanente avec ces entreprises, puisque nous avons, j'ai dans mon équipe et l'APEC dans ses équipes, des personnes qui sont en relation permanente avec les entreprises et leurs besoins, et que aussi on essaye de voir avec eux en quoi, parce qu'aujourd'hui les entreprises rencontrent des difficultés liées au recrutement, en quoi cette pénurie de talents sur le marché peut être pour vous une opportunité. Puisque effectivement ces consultants qui rencontrent les entreprises au quotidien essayent de leur faire toucher du doigt certains éléments, notamment effectivement de ce qu'on appelle le transfert de compétences. Et compétences, vous en avez beaucoup, du talent, vous en avez aussi, et personne ne peut vous enlever ça. Donc aujourd'hui, effectivement, je me suis appuyée sur une des études que l'on a fait à l'APEC ces derniers mois, qui parle effectivement à la fois du recrutement, mais aussi des compétences. Aujourd'hui, un parcours professionnel avec effectivement effet de différentes formes de compétences. Mais ce qu'il faut entendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est à la fois qui fonctionne en mode accéléré, mais qui aussi travaille effectivement, comme vous le voyez ici, à l'heure de l'hybridation. On a aussi un marché aujourd'hui qui est fait de compétences, dont les exigences en termes de compétences ne sont pas exclusivement des compétences techniques. On va retrouver aujourd'hui beaucoup de choses. Oh là, elle est un peu vite. Non. Voilà. Oui, donc on parle beaucoup aujourd'hui de soft skills en termes de marché, et en tout cas en termes de besoins sur le marché. Et vous, effectivement, ce que je vais essayer ce dont je vais tenter effectivement de vous convaincre, si ça n'était pas le cas, c'est qu'aujourd'hui vous avez toutes vos chances sur ce marché qui est effectivement en tension, et c'est parce que vous êtes aujourd'hui dans un cursus de thèse et que vous êtes aujourd'hui docteur, que vous avez toutes vos chances sur ce marché. Aujourd'hui, on est face effectivement à des transitions importantes, digitales, environnementales, le marché est très ouvert aujourd'hui, et les métiers aujourd'hui, aujourd'hui on s'aperçoit que les compétences qui sont requises sont diverses et très très larges, et ce ne sont pas exclusivement des compétences techniques. Elles sont importantes, mais elles ne sont pas exclusives. Donc, effectivement, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, les entreprises, c'est pour ça que j'ai fait mon déroulé sur ça, c'est que les compétences aujourd'hui, elles sont recherchées par les entreprises, mais que la problématique, la plus grosse des difficultés aujourd'hui pour les entreprises, quelle que soit la nature de leurs produits, quelle que soit l'importance effectivement de cette entreprise, elles ont toutes un problème de recrutement. C'est une évidence. Tout à l'heure, Yannick disait qu'il y a beaucoup. Il a regardé, effectivement, il avait fait une extraction où certaines annonces postées effectivement sur notre site restent avec 0 candidature. C'est une réalité. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui
pour lesquels il est très difficile de recruter, quel que soit le secteur d'activité, quels que soient les métiers sur lesquels effectivement la recherche est faite. Donc aujourd'hui, on passe effectivement d'un répertoire de compétences spécifiques, hein, on a des compétences spécifiques dans différents métiers, les métiers c'est large, sur un champ de compétences polyvalentes. Aujourd'hui, on ne va pas exclusivement effectivement chercher quelqu'un qui a une compétence donnée, sachant qu'en plus, quand on parle de compétences, et c'est peut-être pas forcément effectivement Yannick qui va me dire le contraire, c'est qu'une compétence, il y a quelques années en arrière, quand on parlait de compétences, on disait qu'une compétence, elle avait à peu près une moyenne d'une durée de vie de 15 ans. Donc 15 ans, donc effectivement, on acquérait des compétences et elles duraient pendant 15 ans. Aujourd'hui, ce qu'on sait, au regard des études et au regard de ce qu'on peut établir en termes de prospective, c'est que des compétences techniques, elles vont durer entre 6 et 2 ans dans les années qui viennent, de maintenant à 2030. Donc c'est quand même une durée de vie relativement étroite. Donc aujourd'hui, on va effectivement aller chercher plutôt des compétences polyvalentes pour exercer son activité. Et il va falloir effectivement aussi s'entendre sur la faculté qu'on va avoir effectivement de faire évoluer son propre poste à un rythme accéléré. Et aujourd'hui, la démarche, effectivement, c'est plus une démarche de compétences uniques, c'est une démarche de multi-compétences. Mais quand on parle de compétences, comme je vous le disais à l'instant, on ne parle pas que des compétences techniques. Je suis allée chercher effectivement donc un rapport Avenir du travail et intelligence artificielle. Et tout le monde s'entend sur le principe que demain, nous aurons besoin d'individus capables de créativité, mais aussi capables de sortir des représentations mentales, et je trouve que cette expression elle est très intéressante, dominante face au changement. Qui est le mieux placé que vous, docteurs et doctorants, pour s'inscrire dans ce schéma-là? C'est une question que je vous pose. J'ai une certitude. Donc effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans un monde où les métiers sont appelés à se transformer en profondeur avec des périmètres de compétences. Mais aujourd'hui, il va falloir bien s'entendre sur le fait qu'on a des compétences métiers, certes, le socle il sera toujours là, le socle des compétences techniques sera toujours là, mais il y a quelque chose effectivement d'important, c'est qu'il y aura aujourd'hui des compétences transverses qui sont recherchées aujourd'hui et interpersonnelles. Et on le retrouve quand on interroge les entreprises aujourd'hui, elles sont toutes unanimes à dire que c'est bien là-dedans que le schéma effectivement de recrutement va devoir se situer. Donc effectivement, développement des compétences dites comportementales et transverses. Pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, on recherche des gens qui sont en capacité de manager les équipes, une équipe ou des équipes, qui sont en capacité d'aller sur de la gestion de projet, qui ont une approche systémique et qui aussi effectivement ont développé un niveau de savoir-être qui leur permet de faire un certain nombre d'être sur un certain nombre de missions. Et sur ce fameux forum mondial, effectivement, économique mondial, il est dit effectivement que plus vous développez des compétences dites douces, ces fameux soft skills, en plus de vos compétences techniques dites dures, les hard skills, plus vous naviguerez facilement dans le monde du travail de demain. Ça, c'est une évidence. Tout le monde s'emploie à dire que c'est une évidence. Pourquoi? Parce que, vu l'accélération des choses, il faudra être capable de résoudre des problèmes complexes, d'avoir une analyse et une pensée critique, une pensée analytique et capacité d'innovation, avec des techniques d'apprentissage actifs, une attention aux détails et fiabilité, et gérer effectivement des projets et être dans une facilité de coordination. Là aussi, je pense que vous êtes les mieux dotés de ces types de compétences et de capacités. Et on peut y rajouter l'engagement, des compétences techniques, de la flexibilité, de l'ouverture d'esprit, de sens de l'organisation et des aptitudes relationnelles. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les entreprises qui se situent effectivement dans ces perspectives et quand ils parlent de l'emploi d'aujourd'hui et de demain.
Ça, c'est aujourd'hui à horizon 2030. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et donc moi, je me suis dit, tiens, quand je regarde ça, j'ai envie de dire à l'Assemblée que vous êtes, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous... Oui, non? Vous ne vous reconnaissez pas du tout? Non? Qui ne se reconnaît pas du tout dans aucun des items que je viens de vous mettre à l'écran? Zéro? Donc, vous serez demain, vous allez être aujourd'hui, vous êtes docteur ou doctorant, vous serez des cadres, et vous en êtes déjà. Aujourd'hui, il y a aussi une chose importante à signifier, c'est les transformations. Alors, effectivement, les transformations numériques qui génèrent effectivement des transformations organisationnelles. Dans les modes de travail, dans l'organisation et le mode de management, dans les relations avec les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, dans l'expérience client, dans l'optimisation des processus de recrutement. Tout ça, effectivement, fait qu'aujourd'hui, on est face à des transformations et des processus organisationnels qui doivent faire appel à des compétences particulières, qu'elles soient techniques ou comportementales. Et là, moi, j'avais envie aussi de vous dire comment est-ce que vous êtes vus par les entreprises, parce que ça fait quelques années déjà que je travaille avec les écoles doctorales, que j'ai dans mon équipe des consultants qui travaillent avec la population qui est la vôtre et qui travaillent aussi avec Candice. Et je me dis, mais souvent, ce qui m'est renvoyé, c'est oui, mais les entreprises ne nous aiment pas. Il y a des entreprises qui ont de grandes habitudes, effectivement, à aller chercher des doctorants ou des docteurs. Florian en a parmi ses clients. Mais ce que j'entends dire, effectivement, même dans ma propre famille, hein, certains d'amis de mes enfants qui ont franchi l'étape de la thèse, on me dit, mais en fin de compte, les gens ne nous aiment pas, on est obligé de partir à l'étranger. Mais aujourd'hui, alors là aussi, c'est une étude APEC. Ce que les entreprises disent de vous, c'est que vous êtes capable d'autonomie, de détermination, de rigueur, de minutie, avec effectivement des compétences réseau, avec des choses effectivement qui peuvent vous manquer, mais n'empêche pas tant que ça. Puisque quand on se penche effectivement sur ce que les entreprises disent de vous, c'est que dès qu'on se penche sur le processus concret du recrutement d'un docteur, les compétences spécifiques de ces diplômés deviennent évidentes. Expertise, capacité à poser des questions, créativité, etc. Donc ils sont quand même dithyrambiques lorsqu'ils ont franchi parfois cette étape de crispation, parfois pour certains, quant au recrutement d'un docteur. Donc les entreprises, comment elles vous perçoivent encore, effectivement, ces gens-là, entre guillemets, ont passé 3 ans de leur vie à travailler sur un même projet. Ils sont assez déterminés, on peut compter sur eux après, dans l'implication dans les projets, dans la vie de l'entreprise et dans le travail réalisé en lui-même. Donc ça, c'est une start-up qui parle de vous. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent en vous l'autonomie, la capacité à gérer des projets, à organiser des tâches dans le temps, de la rigueur, de la minutie, le sens du détail, la capacité à travailler avec le milieu de la recherche, à s'inscrire dans un réseau, à aller chercher et sélectionner l'information, avoir un regard différent et riche effectivement de cette différence. Chose que n'ont pas forcément les personnes qui n'ont pas fait votre parcours. Et donc pareil, encore des verbatims, hein, on a l'habitude des environnements incertains, du doute, des chemins de traverse. Comment, effectivement, on relève un défi du XXIe siècle autour du changement climatique, de la sécurité alimentaire, des mobilités, du vieillissement, ou encore des matériaux, etc., etc., sans effectivement aller chercher ces compétences-là chez vous, dans votre population. Et donc aujourd'hui, la société française, certains disent, et son économie a besoin de talents capables de s'adapter à des changements rapides et incessants, chose effectivement que je vous disais tout à l'heure. Compétences entre 6 et 2 ans, donc un monde incertain.
de l'agilité, de la capacité à travailler effectivement sur ces choses complexes, en mode projet, etc., etc. Donc, vous êtes des compétences, vous avez les compétences, vous avez effectivement des profils que recherchent les entreprises aujourd'hui. Mais il y a une chose essentielle qu'il faut que vous travaillez, c'est la façon de présenter ce que vous êtes et ce que vous savez faire. Et comment vous l'avez fait. Parce que ça ne s'improvise pas, c'est compliqué. Et ce qu'il faut effectivement, c'est être en capacité de s'exercer sur cette façon de faire face à une entreprise. Alors des gens chez PhD Talent effectivement peuvent le faire, mais à l'APEC, une des choses qu'on peut vous apprendre, c'est avoir un autre regard sur vous et donner à voir effectivement donner à voir cette valeur qui est la vôtre aujourd'hui sur le marché du travail. Donc je suis allée chercher effectivement certaines offres et à chaque fois on retrouvait exactement les mêmes terminologies qui étaient effectivement citées dans l'étude que je vous ai présentée, dans les slides que je vous ai donné à voir. Alors effectivement, ça fonctionne. Ouais. Effectivement, donc il y a quelques offres qui ont été sorties de notre plateforme, en l'occurrence. Avant de passer aux offres en elles-mêmes, j'aimerais rebondir sur deux, trois choses qui ont été abordées par Patricia. Ce qui est important, c'est quand on parle de compétences. Alors oui, vous avez dû voir beaucoup d'études de l'APEC, d'autres, des cabinets qui sont spécialisés sur les docteurs, sur les compétences des docteurs. Alors il y a une chose où il faut faire très attention, c'est-à-dire que oui, vous pouvez développer ces compétences qui vous ont été présentées pendant une thèse. Ça ne veut pas dire que vous les développez toutes et au même niveau d'expertise, on va dire. Donc, pour ça, il faut toujours mettre en regard une compétence avec une expérience. Vous ne pouvez pas mettre sur votre CV je suis rigoureux, j'ai une capacité d'analyse et de synthèse, etc., etc., sans le mettre en regard avec une expérience. C'est-à-dire que l'expérience prouve que vous avez acquis cette compétence-là. Si vous dites juste je suis créatif, ok. Pourquoi vous êtes créatif? Je sais pas. Si j'ai pas de preuves, moi je ne sais pas si vous êtes créatif. Ça c'est une première chose. Il y a aussi, pour entrer un peu plus dans le détail de ces compétences-là, l'idée de créativité. Alors l'idée de créativité, alors ça c'est, je suis toujours un peu tiraillé. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur créativité, recherche et innovation. On met souvent les trois choses dans le même paquet. Qui pense que les doctorants et les docteurs sont innovants? Ouais. Bon, c'est bien, vous avez raison. Parce qu'en fait, faut pas confondre recherche et innovation. Alors, en tout cas, une certaine définition de l'innovation. La recherche, c'est le processus de création de savoir. Donc, vous faites de la recherche, à la fin, vous publiez, vous écrivez et vous produisez du savoir. L'innovation, c'est le processus de transformation de ce savoir-là, ou technologie, ou autre, vers un produit qui répond à un marché. C'est ça l'innovation. C'est la transformation du savoir vers le marché. Donc, par défaut, le doctorant ou le docteur n'est pas forcément innovant, mais a une capacité à pouvoir l'être plus grande que les autres. Ensuite, sur le travail en équipe. Le travail en équipe, alors Patricia, tu l'as montré tout à l'heure dans tes slides. Le travail en équipe, en fait, il suppose plusieurs choses. Il suppose en particulier une capacité à communiquer. Alors, communication écrite, bien évidemment.
et communication orale. Alors, normalement, ces deux choses-là, vous les maîtrisez assez bien grâce à votre doctorat, en particulier la communication écrite. Sur la communication orale, il y a deux choses. Il y a le fait de savoir parler et de savoir s'exprimer correctement, mais il y a aussi le fait de savoir s'exprimer à un public qui n'est pas expert de votre domaine. Parce que généralement, quand on est en thèse, on s'exprime en conférence ou dans son laboratoire à des gens qui comprennent, qui ont le même niveau d'expertise que vous, ou à peu près. Donc, ce qui est important, c'est de savoir vulgariser aussi ce qu'on raconte. Alors pour ça, il se trouve que l'année dernière, nous avons organisé un concours de vulgarisation scientifique à Annecy. Et il se trouve que la grande gagnante de ce concours est dans la salle. Et donc, l'objectif de ce concours, c'était de vulgariser. Alors, à Annecy, tous les ans, il y a un événement qui s'appelle l'International Clean Tech Week et qui, comme son nom l'indique, est un salon pour promouvoir les technologies propres. Et donc, on a fait pitcher des doctorants et docteurs qui travaillent sur ces sujets. Et donc, l'idée, c'était de pitcher non pas envers un public de scientifiques, mais un public d'entreprise et le grand public. Donc, Claudia, si tu... Je vais te donner un micro, ça va être plus simple. Si tu veux bien témoigner de ce que ça t'a apporté, le fait de communiquer à ces entreprises-là et au grand public. Merci Florent. Donc du coup, moi je suis Claudia, j'ai participé au concours organisé par PhD Talent l'année dernière à Annecy. Et du coup, j'ai eu la grande chance de remporter les premiers prix. J'étais très 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 contente, mais pas seulement pour avoir gagné, sinon parce qu'il y a plein de choses qui se sont déroulées juste après l'événement. Donc la première chose, j'ai eu la grande chance de rencontrer la secrétariat du ministère de l'Environnement et j'ai pu discuter sur mon projet de thèse avec elle. J'ai été invitée aussi à voir une députée à Paris et discuter aussi sur mon projet de thèse qui porte principalement sur la mobilité. Et grâce au concours aussi, j'ai été invitée à participer aux rencontres de mobilité durable à Saint-Tropez. Ils m'ont payé le voyage. Et ils voulaient que je puisse aussi raconter ma recherche et au grand public, discuter pendant 30 minutes avec le public sur ce qui s'est fait aujourd'hui en mobilité. Donc c'était très bien. Et enfin, en même temps, on était à Annecy. La mairie d'Annecy m'a contactée parce qu'ils voulaient connaître un peu plus mes approches des recherches. Ils voulaient que je les partage avec eux. Ils voulaient voir des potentiels partenariats avec des gens dans mon domaine, qui est la psychologie. Donc vraiment, les concours, ils m'ont apporté beaucoup plus de ce que j'avais pensé quand j'ai participé. Et je suis vraiment très, très, très contente de l'avoir fait. Et en même temps, je suis très, très, très contente d'avoir rencontré les gens des PhD Talent qui sont tout simplement géniaux. Ils sont très, très gentils. Ils sont toujours à l'aide, toujours à l'écoute. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Claudia. Donc voilà, encore une fois, on n'insistera jamais assez, c'est que la compétence est reliée à une expérience. Et du coup, à du travail aussi. En l'occurrence, pour le concours, les 5 finalistes ont été coachés. Ils ne sont pas arrivés comme ça à Annecy en disant allez hop, je vais pitcher pendant 5 minutes, parler de mon travail. On a eu un long travail de préparation en amont pour les aider à présenter, à vulgariser leurs travaux. Donc c'est aussi du travail et de la réflexion sur ce qu'est une compétence et ce qu'est votre expérience et comment la relier à ces compétences-là. Pour revenir à ces offres d'emploi. Merci Patrick. Donc on a beaucoup parlé de transformation numérique et d'emploi dans le numérique. Alors, évidemment, pour ceux qui ont un doctorat dans ce domaine-là, c'est pas tellement un problème pour vous de trouver du boulot. Le fait est que tout le monde ne fait pas des thèses dans ce domaine-là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compétences des docteurs
on disait tout à l'heure que les choses commencent à changer, et en fait, elles changent vite. C'est-à-dire que là, vous avez une offre d'emploi derrière, chez Job Teaser en l'occurrence, qui cherche un docteur en sociaux ou sciences cognitives. Et donc, ça veut dire que les entreprises s'intéressent aussi aux docteurs en SHS. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a des centaines d'offres ou des milliers d'offres pour les docteurs en SHS, ou en tout cas ciblées pour les docteurs en SHS, mais ce sont des choses qui sont importantes. Là où quand même le lien avec le numérique est important, c'est que Job Teaser, c'est une plateforme, et vous voyez que dans le profil désiré, la sensibilité au numérique est quand même demandée. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez important et d'assez essentiel. C'est que même si vous ne faites pas une thèse où il y a des aspects quantitatifs ou numériques, il me paraît important quand même de s'y intéresser et au moins de comprendre les rouages de ce qu'est le numérique et de comment les choses fonctionnent pour ne pas arriver en entretien en étant complètement à côté de la plaque, en gros. Donc voilà, il y a des offres pour les sciences humaines. D'ailleurs, il me semble que cette offre-là n'est pas encore pourvue. Donc si jamais vous êtes docteur en sociologie, allez-y. Et donc voilà. Alors, en lien avec les offres, ça me permet de... J'ai un peu l'esprit d'escalier parfois. Quand vous postulez, pour vous, un CV, ça sert à quoi ? Ok. Alors, un CV, on se méprend souvent, ou vous vous méprenez souvent. Un CV, c'est pas fait pour avoir un boulot. Un CV, c'est fait pour avoir un entretien. Et ça change tout. Ça change tout parce que quand vous vous dites qu'un CV, c'est fait pour avoir un boulot, vous avez envie de tout mettre. Et du coup, j'ai vu des CV, des records du monde. J'ai déjà vu un CV de 45 pages. Un CV, quand on est jeune docteur, c'est une page. Point barre. Donc, les publications, quand vous allez postuler dans le monde socio-économique, dans une entreprise, c'est pas la peine de mettre l'abstract. Même le titre. En fonction ça peut changer en fonction du type de poste sur lequel vous postulez. Ça peut être intéressant sur certains postes très techniques de recherche appliquée. Mais globalement, tout le monde s'en contrefiche. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Les conférences idem. Donc concentrez-vous, encore une fois, sur les compétences que vous avez développées. Et donc, en face de chaque expérience que vous mettez ou chaque formation que vous mettez, posez-vous la question de qu'est-ce que j'y ai appris ? Et du coup, en fait, vous allez vous dire à un moment donné, ok, cette expérience-là, dans mon CV, est-ce qu'elle apporte une information essentielle pour le recruteur qui va être en face ? Si la réponse est non, bah vous l'enlevez. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un entretien. Et pour avoir un entretien, il faut donner envie. Donner envie, c'est ne pas tout mettre, attirer la curiosité, et ensuite on vous appelle. Et une fois que vous êtes en entretien, vous avez la possibilité d'expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez fait ça, et voilà, vous avez un peu plus de temps. Pour la petite histoire, maintenant que j'ai monté mon entreprise, ici je recrute. Alors, je n'ai pas encore recruté de docteur, ça ne saurait tarder, mais je n'ai pas encore recruté de docteur. Mais l'année dernière, quand j'ai recruté
en l'occurrence une stagiaire qu'on a gardée en alternance pour notre plateforme, donc une web développeuse. On a reçu 120 CV. Est-ce que vous pensez que j'ai eu le temps de passer 3 jours à examiner 120 CV? J'y ai passé, je pense, 1 heure pour choisir qui j'allais voir en entretien. Donc 1 heure, c'est 30 secondes par CV. J'ai fait 2 tas, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Ah, pas 1 sur 2, hein, je regardais quand même. Mais Il y a toujours le peut-être aussi, hein, au milieu. il y a eu un tas peut-être, c'est vrai, je suis un peu caricatural. Il y a eu un tas peut-être, mais globalement, ça m'a pris 1 heure. Donc l'objectif pour vous, c'est de sortir du lot et d'être dans le tas oui. Point barre. Je peux me permettre, Florian? Oui. Alors déjà, effectivement, c'est quoi un CV? C'est un outil de communication. Quand on veut communiquer par écrit, on tente effectivement quand même, on a l'espoir d'être lu. C'est la définition effectivement de la communication écrite quand même à minima. Tout à l'heure, effectivement, Florian vous disait, essayez de travailler. Alors, il faut bien évidemment travailler beaucoup en amont de l'écriture de ce CV, et c'est en cela, effectivement, que des consultants, par exemple, à l'APEC, peuvent vous aider à le faire. C'est répertorier tout ce qui sont les expériences, effectivement, les concrètes, qui sont à identifier dans votre parcours. Et toujours, quand vous faites ce travail-là, c'est toujours parler à la première personne. C'est en quoi à titre personnel, j'ai fait ça. Dans quel contexte je l'ai fait, avec qui je l'ai fait, quels résultats j'ai obtenus, avec qui j'ai travaillé, pour développer quel type de choses, voilà, sur quelle mission j'étais. Mais c'est toujours la première personne. Pourquoi? Parce que vous allez très vite vous rendre compte que si vous n'employez effectivement ce jeu, n'employez pas ce jeu, vous allez souvent être un petit peu perdu dans l'expérience qui est la vôtre, que vous voulez mettre en avant. Et ça, effectivement, l'attention est portée par les recruteurs. Un recruteur que j'ai été pendant de nombreuses années dans un métier qui n'était pas le mien, puisque c'était les métiers des IT. Donc moi, je ne suis pas du tout issu des IT, mais pour autant, ce qui attirait mon attention, c'était toujours de savoir effectivement en quoi la personne qui écrivait ce CV, cet outil, avait compris ce que j'attendais en tant qu'entreprise, et en quoi effectivement l'explication qu'elle me donnait me faisait entre guillemets rêver. C'est-à-dire qu'il faut toujours imaginer que le recruteur, il est dans cette difficulté du choix. À un moment donné, choisir, effectivement, faire ces 3 tas. Hein. Oui, je le prends, non, je le prends pas, et peut-être. Et que la seule chose, effectivement, qui peut attirer votre lecteur, c'est qu'il ait compris, enfin, qu'à la première lecture, alors il faut savoir qu'on lit dans ce sens-là, il faut avoir identifié les mots-clés de votre parcours et savoir, effectivement, comprendre ce que votre interlocuteur ou votre lecteur potentiellement attend. Et c'est pareil, effectivement, pour une entreprise qui va chercher, qui sourcera sur ce qu'on appelle les job boards aujourd'hui, elle va aller repérer des mots-clés. C'est comme ça, effectivement, qu'on apprend aux entreprises à travailler pour aller sourcer. Et vous, il faut exactement faire le même exercice. Quels sont les mots-clés en termes de communication qu'il faut que je mette en avant avec, effectivement, cet exercice préalable et préparatoire qui peut prendre un peu de temps sur votre parcours et toute la déclinaison de votre parcours. Et aussi, effectivement, un CV, ça n'est pas l'histoire de votre vie, même si elle est courte. C'est l'histoire que vous voulez raconter à un lecteur qui est potentiellement en recherche d'un profil. Alors, on va passer sur la deuxième offre. Non. Avant de passer à la deuxième offre, parce qu'on parlait un peu des SHS, la semaine dernière, j'étais à un événement un peu du même type à Lille, non, il y a 2 semaines. Et j'ai rencontré une doctorante en histoire médiévale. Alors, comme j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, je lui ai dit, oui, ça va être plus compliqué pour toi que pour les autres. Mais sa chance, c'est qu'elle était en première année.
pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que on met, alors vous avez encore une fois eu les grandes trames dans différentes études sur les compétences des docteurs, sauf qu'il y a quand même un marché de l'emploi qui est ce qui est, et que si vous faites de la data, globalement, vous n'avez rien à faire ici. De toute façon, je suis sûr qu'il y a déjà des recruteurs qui vous ont appelé. Le fait est que dans certaines disciplines, l'objet d'étude n'intéresse pas le monde socio-économique. Qui connaît une entreprise qui s'intéresse à l'histoire médiévale? Mais sa chance, comme je disais, c'était qu'elle était en première année. Et donc, elle a eu le bon réflexe de se dire, OK, je sais que mon objet d'étude n'intéressera pas le monde socio-économique. Mais du coup, je vais travailler sur mes compétences transverses, sur tout ce qu'on vient de dire, sur ma capacité d'analyse, sur ma capacité de synthèse. Et ça, je vais le travailler pour ensuite transférer ces compétences-là à une autre entreprise. Et je prendrai le temps aussi, pendant ma thèse, de m'intéresser aux différents secteurs qui existent, qui peuvent m'intéresser en dehors de l'histoire médiévale, les secteurs culturels. Je ne sais pas, on n'a pas parlé assez longtemps pour savoir ce qu'elle voulait faire exactement, et de toute façon, elle-même ne le savait pas exactement. Donc si vous êtes dans ce cas-là, prenez le temps d'y réfléchir. Je profite de ton exemple là, sur l'histoire, puisque je trouve que c'est intéressant de ce que tu dis, parce que moi, sur une historienne, j'avais envoyé chez Ubisoft. Parce que, alors elle était diplômée depuis longtemps, et elle se disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon diplôme d'histoire? Et en fait, je lui ai dit, mais pour faire des jeux vidéo aujourd'hui, quand on travaille sur Assassin's Creed, etc., ou d'autres, il y a un tas de jeux vidéo où vous avez besoin d'avoir des références historiques. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, j'avais rencontré une personne qui faisait de la couture, sauf que je l'ai envoyé chez Eurocopter, enfin Airbus, puisque la valeur ajoutée d'un hélicoptère aujourd'hui, la moitié, c'est sur tout ce qui est à l'intérieur, en termes de, comment on appelle ça, en termes d'aménagement interne. Donc je crois que quand on est docteur, il ne faut aussi pas se fermer sur son expertise. En fait, vous avez un tas d'opportunités. L'historienne se retrouve dans des jeux vidéo. La personne qui était experte, je sais pas, en couture, elle se retrouve chez Eurocopter, enfin à faire des hélicoptères. Donc c'est en vous écoutant tout à l'heure, moi je me dis qu'on a fait une étude sur les docteurs il y a quelques années, où à 5 ans, il y a plus de la moitié qui ne sont pas chercheurs. En tout cas dans un premier temps. Donc ce que j'entends moi depuis tout à l'heure, c'est de trouver le langage de l'entreprise. Moi j'ai mis un petit costard, c'est exprès pour vous montrer un peu le langage de l'entreprise. Sinon je voudrais bien venir en jean. Donc il y a des choses à acquérir en termes de langage. Alors, les soft skills, c'est pas qu'une vision de l'esprit franco-française. Je voyais une étude Silicon Valley, c'est la même chose. Nous, pour être concret, à l'APEC, on fait depuis maintenant 2-3 ans, nous travaillons avec le CESI dans un cadre d'un PIA, programme d'investissement d'avenir sur 10 ans, sur le bâtiment du futur. Tout à l'heure, on pourra éventuellement en parler puisqu'on parle de transition énergétique. Et concrètement, on a été prendre sur les 4 dernières années les offres d'emploi et on a regardé ce qu'on demande en termes de compétences comportementales, transversales. Donc ça augmente. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on attend de vous. Et j'ai croisé avec une étude du CEREC, qui parle aussi des soft skills, l'intérêt des soft skills dans la rémunération. C'est le titre de l'étude du CEREC. Et on voit bien qu'il y a des choses qui... Alors, esprit d'équipe, tout ça. Esprit d'équipe, où es-tu? On se demande parfois. Mais bon, il faut mettre des mots concrets. Alors là, vous, en gestion de projet, vous faites ça pendant votre doctorat. Il n'y a pas de problème pour la gestion de budget, d'équipe, relation avec les autres. Il y a des choses à mettre. Ce qui ressort le plus, aussi bien au niveau de la CESI, APEC que CEREC, c'est ce que Angela Duckworth, une américaine, a écrit pour l'étude de West Point, je ne sais pas si vous connaissez ça, sur, en fait c'est le grit, c'est-à-dire c'est la niaque, en français c'est la niaque, c'est-à-dire c'est la persévérance et la passion. Donc en fait, dans une étude, Angela Duckworth, elle montre que West Point, c'est ceux qui ont vraiment le niveau de compétence physique et, on va dire, intellectuel le plus haut par rapport à leur objectif, mais c'est pas forcément prédictif.
les examens, enfin les tests, ce qui est prédictif, c'est vraiment cette niaque, c'est-à-dire cette passion et cette persévérance. Alors, c'est vraiment le et qui va ensemble, parce que la persévérance tout seul, on se tape dans le mur. Voilà, donc il y a vraiment des choses à mettre en avant dans votre discours. Par rapport aux métiers émergents, alors je vous rassure quand même, Patricia nous disait que les compétences sont vite obsolètes. Alors, c'est vrai, enfin, sur les métiers nouveaux, nous on a fait à l'APEC une étude, il n'y a que 5% de métiers nouveaux. Donc vous avez bien fait quand même faire des études, parce que c'est pas, dans 10 ans, c'est pas terminé, quoi. 5%, et on sait pourquoi. Transition énergétique, mondialisation, bon, on a un sociologue, il pourra peut-être nous en parler, mondialisation, ouais, et métropolisation. On a vu aussi par rapport à la réglementation, et donc on voit bien que les métiers se fragmentent ou spécialisent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on vous demande plus de polyvalence. Voilà. Je te reprends. Alors, du coup, ça me permet de passer à la deuxième offre, qui est, bon, on en parle beaucoup, mais il faut quand même en parler, savoir de quoi on parle quand on parle de data scientist. En fait, on parle de tout et de rien, parfois de rien. Et ce qu'il y a, donc là, en l'occurrence, c'est dans une start-up qui est dans le secteur de la santé, qui cherche un data scientist. Vous verrez, si vous cherchez des offres, qu'il y a beaucoup d'offres de data scientist. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qui peut être data scientist? Sur le papier, beaucoup de monde. Mais ça dépend ce qu'on entend par data scientist. C'est-à-dire que, de mon expérience et de la discussion que je peux avoir avec certains de mes clients, il y a beaucoup d'écart en termes d'expertise technique et scientifique qui est demandée selon l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, en l'occurrence c'est le cas de Adcientam, qui se disent « Ok, bon, un data scientist, ça peut être quelqu'un qui a fait des maths ou de l'informatique, mais c'est aussi quelqu'un qui, éventuellement, a fait de la physique ou de la bio, mais qui a manipulé beaucoup de données. Donc un physicien qui a fait, alors je sais qu'il y en a pas mal dans le coin, de la physique des particules. Si vous, a priori, vous manipulez des gigas, voire des teraoctets de données, par définition, vous faites de la data science. Vous manipulez les outils de la data science, donc vous êtes data scientist. Vous vous définissez peut-être pas comme data scientist, mais vous l'êtes. Idem pour les bioinformaticiens ou les biostatisticiens. Donc ça, je pense que ça représente, par rapport à ce que je vois d'expérience, c'est complètement empirique. Hein. Moi, je n'ai pas d'études derrière, je ne fais que de l'empirique. Ça représente plus de la moitié des postes de data scientist. Alors, quand même, il faut savoir expliquer, si vous êtes physicien des particules, astrophysicien ou bioinformaticien, expliquer pourquoi vous faites de la data science. Parce que pour le recruteur, ça ne sera pas forcément évident. Après, il y a des postes de data scientist où on va demander une vraie expertise, et donc là, ils vont demander, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, vraiment des experts en machine learning, deep learning et autres techniques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, c'est un métier émergent, plus qu'émergent, qui est en plein boom. Et si vous faites une thèse quantitative où vous manipulez des données, c'est typiquement le type de poste sur lesquels vous pouvez vous placer. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que ça concerne tous les secteurs. Vous pouvez faire de la data science dans la santé, vous pouvez faire de la data science dans la pub, vous pouvez faire de la data science dans les matériaux, dans l'aéronautique, vraiment dans tout et n'importe quoi. Donc là aussi, vous avez la liberté de vous placer sur un secteur qui vous intéresse particulièrement. Ce qui me permet aussi de dire d'aborder, ça a été abordé brièvement, la rémunération. Il ne faut pas que vous arriviez aussi en entretien sans avoir aucune idée de un data scientist, je sais pas, un chargé d'études, un ingénieur de recherche. Quel est le
prix du marché. Il y a un prix de marché. Et comme le data scientist est un produit rare, c'est un produit cher. Donc il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous avez une vraie expertise là-dedans, alors, encore une fois, c'est empirique, j'ai eu des candidats, doctorants en fin de thèse ou jeunes docteurs, qui étaient vraiment des super experts en machine learning, en deep learning. Et pour eux, ils allaient se vendre à 37 000 € brut l'année. Alors que normalement, dans une entreprise qui paye correctement un data scientist vraiment expert, c'est entre 50 et 60. Ça peut monter chez les GAFA à 70-80. Donc, voilà, il faut le savoir. Et vous voyez, toutes les entreprises ne l'affichent pas. Donc il faut savoir négocier à l'avance, se dire, OK, moi mon objectif là-dessus, c'est demander telle rémunération en fonction du prix du marché. Vous n'allez pas demander 80 dans un marché où globalement le salaire moyen c'est 40. Mais ça, il faut vous informer à l'avance. On a beaucoup parlé. C'était un peu magistral. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou une histoire à raconter? Enfin, oui. Alors sur la rémunération, ça dépend des métiers. Il y a des métiers où c'est assez facile de trouver l'info, où il y a des plateformes où les salariés eux-mêmes indiquent leur rémunération en fonction de leur poste. Alors il y a une plateforme qui me semble qui s'appelle Glassdoor, où vous avez les rémunérations dans le monde du conseil, en data science, sur des métiers assez classiques entre guillemets. Et vous pouvez trouver des rémunérations, les rémunérations standards. Alors Glassdoor à l'origine c'est américain, donc les données sont encore un peu partielles pour la France, mais après vous avez aussi des études statistiques. J'imagine à l'APEC, j'imagine que à l'APEC, vous avez sur le site, vous avez gratuitement, vous avez accès sur un simulateur qui peut, en fonction de différents critères, vous donner votre rémunération en tant que jeune diplômé, quoi. Alors, data scientist, vous n'en trouverez pas parce que pour nous, l'APEC, il y a moins de 1000 offres qui sont sorties l'an dernier sur ce intitulé. Donc statistiquement, c'est pas assez gérable. Enfin, c'est pas gérable, quoi. Ça n'a aucune valeur scientifique. Mais allez sur le site de l'APEC, vous verrez, vous avez toutes les rémunérations. Alors vous l'avez aussi bien. Alors après, si vous dans votre recherche d'emploi, si vous tout à l'heure en introduction, je vous disais, vous pouvez très bien téléphoner à l'APEC, remplir un questionnaire, voilà. Nous, on conseille, lorsqu'on fait un conseil par téléphone, on donne des indicateurs de rémunération. On collecte un an d'offres plus des offres externes, puisque l'APEC est de plus en plus un agrégateur. Donc nous avons des accords avec des sites externes. Donc on accumule toutes les données et on peut vous sortir donc un salaire, alors le premier décile jusqu'au 9e décile, quoi. Et vous aurez le salaire moyen, la médiane, enfin tout ce que voilà. Donc vous serez armé pour négocier votre salaire après lors de l'entretien de recrutement. Question salaire. Vous avez 3 points d'ancrage. 1, bien sûr, effectivement, cette donnée qui vous est apportée sur le site apec.fr où vous allez rentrer un certain nombre de choses. 2, vous avez aussi des études spécifiques qui, par rapport à certains secteurs d'activité, certains métiers, peuvent vous donner effectivement des fourchettes de salaire. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et après, bien évidemment, vous avez la possibilité d'avoir un conseil par téléphone en ayant préalablement effectivement rempli un questionnaire. Et avec effectivement ces systèmes effectivement qu'on va utiliser pour donner de l'info, on va pouvoir vous donner des enveloppes de salaire. Voilà, donc vous avez 3 possibilités. 1, les études. 2, vous allez sur apec.fr, vous avez un certain nombre de données. Et 3, après effectivement au téléphone, en ayant préalablement envoyé un questionnaire.
si vous avez... Est-ce que c'est possible d'avoir le secteur? Ok. Peut y avoir plusieurs choses. C'est-à-dire que là, sans plus de contexte, on aura peut-être l'occasion d'en discuter après, mais sans plus de contexte, il peut y avoir plusieurs explications. C'est l'explication du CV en lui-même, qui est, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous mettez vos publications scientifiques dessus ou vos conférences. Du coup, ce qui peut transparaître, c'est effectivement, c'est axé recherche. Après, ça peut être lié à la lettre de motivation, la manière dont c'est rédigé. Ça peut être lié au fait que... Alors, c'est plusieurs entreprises qui vous ont dit ça? Ou c'est... Ok. Oui, non. Mhm. Alors, en fait, j'ai une dernière remarque aussi. C'était. Alors après, si vous n'avez pas eu l'entretien, c'est compliqué. Mais c'est comme. Alors, maintenant que je suis entrepreneur, j'ai un aspect commercial. Quand j'ai un client qui me dit ou un prospect qui me dit c'est trop cher, je lui dis c'est trop cher par rapport à quoi? Non, un client, un prospect, si je dois vendre une prestation de recrutement à un client, je peux avoir des prospects qui me disent c'est trop cher. Je leur réponds c'est trop cher par rapport à quoi? S'il n'y a pas de référence en face, en fait la personne se retrouve coincée aussi. C'est-à-dire, ok, trop recherche, mais trop recherche par rapport à quoi? C'est-à-dire que oui, j'ai fait un doctorat, donc par définition j'ai fait de la recherche, mais j'ai fait une thèse CIFRE, j'étais intégré en entreprise, et ensuite dérouler l'argument ou en tout cas l'argumentaire qui correspond à ça. Et après, là, comme ça, sans contexte, c'est compliqué hein, d'avoir plus d'input, mais... Et du coup, postuler en tant que docteur, je pense que c'est handicapant dans certaines branches. Alors, je ne vais pas répondre non, parce que c'est sûrement vrai dans certaines branches. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous participez à... Et là, vous êtes déjà docteur? Ok. Et donc en recherche d'emploi. Est-ce que vous participez à des événements justement de cette branche-là pour rencontrer les gens, pour vous faire connaître parce que oui, il y a des branches qui sont un peu... c'est un milieu très fermé, donc voilà, oui, je participe un peu, on va dire, conservatrices. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui est possible là-dedans, c'est de créer un réseau. Est-ce que vous avez essayé de trouver des docteurs qui étaient déjà dans cette branche-là? Oui, mais à chaque fois, il n'y a plus d'emplois, ou ils ne cherchent plus, ou mon CV est mis de côté. Alors, la question, c'est pas ça. La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là. C'est la question qu'il faut leur poser, c'est comment eux ont fait pour entrer dans cette branche-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir un poste, pour se créer le réseau suffisant pour je sais pas, être coopté à un moment donné. La question, c'est pas de savoir si eux peuvent vous embaucher. La question, c'est de savoir comment eux ont fait pour y arriver. En fait, là, par exemple, il y a une entreprise sur le campus qui s'appelle le CTP. Et pour un poste, je crois qu'on est 20 docteurs à postuler. 20 docteurs du laboratoire de Grenoble. Donc, on se connaît tous entre concurrents. Et du coup, il y en a un qui sera pris. Donc, autant dire que le reste, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans notre secteur
dans la région ou dans les grandes villes qui sont favorisées par les par les demandeurs d'emploi, c'est un petit peu compliqué. On m'a conseillé à des entretiens de postuler en tant qu'ingénieur plus qu'en tant que docteur, de mettre en 3 ans d'expérience mon doctorat plutôt qu'en thèse. Alors, c'est vrai que si vous voulez rester à Grenoble, ça va être plus. C'est pareil, c'est à Grenoble, c'est Grenoble, Lyon, Savoie, Paris. Toi, par exemple, j'ai regardé sociologue tout à l'heure. Bon. 3 offres à Grenoble, 24 offres à Lyon, 47 offres à Paris. Si je prends biologie informatique, 6 offres à Grenoble, 42 offres à Lyon, 100 à Paris. Alors sur Grenoble, là je vous rejoins, c'est le SRF, c'est le CEA, etc. Donc on est quand même sur des marchés très, très petits, hein, c'est ce que je veux vous dire. Après, je vais finir là-dessus. Après, j'ai regardé sur... Et vous pourrez, j'ai tapé, j'ai frappé. Après, si vous voulez. Avant de venir, j'ai mis le mot-clé sur informatique scientifique. Et là, c'est une bonne nouvelle, puisque je suis tombé sur un data scientist. Et j'ai vu qu'on cherchait soit un ingénieur, et alors, il parle même de Polytech Centrale, ou un docteur en mathématiques appliquées. Oui. Et compte tenu, aujourd'hui, il y a vraiment une pénurie. Alors, mais ça fait combien on en reparlera parce qu'on va faire un débat. Bien, après, on va faire une table ronde et puis on pourra faire des échanges. Depuis combien de temps vous cherchez aussi? Ça fait depuis le mois de juin. Le mois de juin. Donc je pense qu'il faut aller, voir Patricia à la PEC. Je connais Muriel Victouron, je connais. On se verra tout à l'heure alors. Vous montrer. Ok. Oui. Encore une question, puis on va faire une table ronde parce que nous avons des docteurs avec de l'expérience qui brûlent d'intervenir sur toutes les questions. Dernière question. J'ai une question par rapport donc les recherches d'entreprise pour le forum d'emploi. J'ai participé. Et clairement, dans les SHS, ils ne cherchaient pas vraiment les compétences docteur. Je suis docteur en sciences de l'éducation. Et je cherchais spécialiste en management, mais par contre, il y avait effectivement des emplois pour les ingénieurs, pour les docteurs en physique, mais pas pour SHS. Donc ma question, comment vous allez choisir les entreprises pour les prochains emplois, en sachant que c'est vraiment PhD Talent? Alors, première réponse, on ne choisit pas les entreprises. C'est-à-dire que le forum nous coûte quelques dizaines de milliers d'euros, donc les entreprises payent pour être présentes. Donc on ne les choisit pas, on les démarche et elles payent pour vous rencontrer. Pardon? Comment on va les démarcher? On a un commercial qui tape à la porte des entreprises et qui leur dit « Est-ce que vous voulez recruter des docteurs? Oui, non, oui, prenez un stand. » Donc ça c'est... on est une entreprise, on a un équilibre financier à assurer. La deuxième chose, c'est que... Alors, je ne sais pas qui vous avez rencontré exactement pendant le forum. La question, c'est... Ouais, alors qui les affichait. Parce que oui, les entreprises qui affichaient les offres en SHS, il n'y en avait pas tant que ça. En revanche, les entreprises qui recrutent en dehors de toute préférence disciplinaire, il y avait tout le pôle conseil. Donc, ça représentait une quinzaine d'entreprises, il me semble. Donc, la question, elle est là, c'est est-ce qu'il faut se poser la question de savoir qui recrute des profils qui correspondent exactement à ma discipline ou qui pourrait me recruter? Et la réponse dans le cas des SHS pour notre événement, c'est le pôle conseil, où c'est essentiellement des entreprises en management, enfin des entreprises de conseil en management qui recrutent tout type de profil en dehors des préférences disciplinaires. Après, il y avait effectivement 2-3 startups qui avaient des offres en SHS
dont Job Teaser, qui était présent au forum. Il y avait Gauchaba, il y avait... je ne les ai pas toutes en tête, parce que il y avait l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc il y en avait quelques-unes qui étaient vraiment ciblées SHS. Mais en l'occurrence, les entreprises qui recrutent des SHS, il y en avait plus que ça. Ok, non, mais c'est les questions peut-être les questions pièges, mais c'est juste une demande de faire un effort vis-à-vis des docteurs en SHS parce que c'était affiché comme tout branche, tout profil. Et en fin de compte, on voit bien que c'est pas tout profil pour l'instant. C'est juste une demande de soit les préciser pour pas. Je comprends, je me suis adressée aux ces entreprises, mais en sortie, en fait, ouais, c'est intéressant comme événement, mais les productivités, elles étaient des zéros pour moi. J'ai laissé beaucoup de CV, j'ai parlé avec ces entreprises, je me suis présentée. Effectivement, c'est intéressant comme profil, mais qu'est-ce qu'elles recherchent? Ça ne les intéresse pas, les profils docteurs, en ce qu'ils recherchaient, même dans les conseils. Oui, alors quand vous faites du conseil, Ok. vous faites pas de recherche, par définition. Voilà, donc Donc, la demande, c'est vraiment faire cet effort pour les docteurs en SHS, pour les proposer un peu les entreprises, pour les démarcher ces entreprises qui sont plus d'intérêt pour les profils docteurs en SHS.